Et ben nous voilà donc en deuxième partie après ce petit dîner. On peut remercier Lorenzo et sa pizzeria qui nous offre les pizzas. Pizzeria centrale de Cour-Saint-Étienne, qui est une institution historique effectivement. Et donc ça lui tenait à cœur de participer à sa manière aussi à cette petite soirée. On va donc passer maintenant à toute une série de questions qui nous viennent directement des Stéphanois. Donc comme vous l'avez vu, j'avais fait une petite vidéo très courte invitant les gens à m'écrire directement via une adresse mail ou de directement mettre les commentaires, ce que vous avez peut-être pu voir si vous y avez navigué. Donc vous avez une petite idée sûrement des questions qu'on va traverser. Dans un premier temps, ce sont des questions qui je pense, touchent beaucoup de Stéphanois. Il y a parfois une personne qui met le message, mais quand on discute avec l'un avec l'autre, que ce soit au marché, que ce soit en porte-à-porte, à mon avis, vous en avez fait beaucoup plus que moi, vous avez plus d'occasions de contact avec les gens. Ce sont des sujets qui reviennent assez régulièrement. Et donc, j'ai envie, dans une première partie en tout cas, de laisser un peu celui qui a envie de répondre, et qu'on essaye, en tout cas le plus possible, d'avoir une réponse collégiale, d'avoir une réponse de groupe, ensemble vis-à-vis de la question, en sachant que ce qui compte, c'est que la personne qui pose la question puisse comprendre la portée de sa question et puisse voir pourquoi éventuellement cette question qu'elle a déjà peut-être posée 2 fois, 3 fois, 4 fois n'a pas été répondue. Et ce qui ne va pas, ou on parlait des limites, on parlait des contraintes là tantôt, on parlait des limites de compromis aussi entre la légalité, entre les moyens techniques, entre les moyens financiers, entre l'idée d'avoir une commune qui doit encore refaire ses finances aussi, qui ne peut pas tout faire comme elle le veut. Mais c'est peut-être de manière collégiale, simplement aussi, parfois donner une explication globale, ensemble, dire voilà, nous, en tant que politiciens, on peut vous dire que non, ben voilà, si vous n'avez pas eu de réponse à cette question, c'est parce qu'on ne sait pas vous donner de réponse, ou c'est parce que voilà, on est limité par telle ou telle chose, et ce sont des réponses parfois où je trouve que l'appartenance à une liste, à un groupe, à une philosophie, en fait, parfois, par rapport à certaines questions, n'importe pas parce qu'il y a des tenants et des aboutissants que personne ne peut éliminer pour répondre à ce besoin-là, malgré l'envie qu'on a. Donc je voudrais, quand on peut vraiment répondre collégialement, en tant que politicien, en tant que représentant de commune, en tant que chef de guerre, en tant que leader, on parlait de leadership, là tantôt aussi, de pouvoir expliquer aux gens jusqu'où on peut aller et où pas. J'ai une première question. Pourquoi est-ce que la végétation n'est plus entretenue le long des voiries ? Et combien de fois par an peut-on espérer un passage, en sachant que, par exemple, au niveau de la rue du Cerisier, à Genappe, il y a déjà eu 5 passages en 2024, et que, d'après la personne qui m'envoie la question, Genappe a un territoire beaucoup plus grand et un climat tout à fait similaire à celui de Cour-Saint-Étienne, malgré la variance d'altitude. Et pourquoi est-ce qu'on n'entretient plus ces végétations le long des voiries? Est-ce que c'est vraiment le cas? Je laisse celui qui a la première réponse et la première... Moi j'ai la réponse. Donc à Cour-Saint-Étienne, on a externalisé le fauchage en fait, des talus. On est aussi dans une commune à fauchage tardif, donc on ne fauche pas à n'importe quel moment. Et il y a 2 fauchages par an qui se font sur toutes les voiries communales. Alors cette année, on a une année assez exceptionnelle, puisque depuis décembre jusqu'à juillet, on a eu de fortes pluies. Avec une entrecoupée de très courtes périodes de soleil, ce qui fait que la végétation a énormément poussé. Et donc on s'est retrouvé dans des difficultés où il y a des voiries où les plantes ont énormément poussé et le fauchage 2 fois par an était insuffisant. Et donc première chose, c'est qu'on a remarqué cette année qu'à plusieurs endroits dans Cour-Saint-Étienne, le fauchage aurait pu être plus fréquent ou par les contraintes météorologiques, n'a pas pu se faire à temps. Au regard de ce que je viens de dire. Et puis alors, deuxième chose, c'est que la rue du Cerisier, là il y a une particularité, c'est qu'on a, dans le cadre d'un budget participatif, il y a 3 ans, je pense, 2 ans, planté des bulbes narcisses tout le long de la rue du Cerisier, enfin sur le haut. Et donc le fauchage, on le fait de manière parcimonieuse, justement pour que ces plantations participatives qui sont faites il y a 2 ans et demi, 3 ans, ressemblent à quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller raser tout ce que les citoyens ont été plantés il y a 2 ans et demi. Et donc à mon avis, le citoyen qui interroge sur cette partie-là. Il y a une partie plus basse dans la rue du Cerisier qui est beaucoup plus boisée.
Là, la difficulté, c'est les limites administratives, c'est qu'on est dans des fonds de terrain et parfois il y a des arbres ou des arbustes qui sont chez le particulier. Et donc le service environnement de la commune ne peut pas lui-même faucher chez le particulier, il doit avertir le propriétaire ou l'occupant en lui demandant de faire le nécessaire, ce qui peut parfois prendre plus de temps et ce qui quelque part induit une incompréhension chez le citoyen parce qu'il ne comprend pas pourquoi sa rue est mal entretenue quelque part. Donc à mon avis pour la rue du Cerisier c'est ça qui s'est passé et de manière générale globale sur la commune on a vraiment deux contraintes, c'est le fauchage tardif, les 2 passages par an et cette année exceptionnellement en 2024 les 2 passages se sont faits plus tard que prévu. Super, merci. Tout le monde se retrouve dans cette réponse-là? Est-ce qu'on a un complément de réponse? C'est difficile de donner des compléments parce que c'est vraiment quelque chose d'interne que seul le collège qui est en contact avec l'administration met en place et sur lesquels Tout à fait. je ne pense pas qu'Isabelle ait beaucoup plus de visibilité que moi. Non. C'est une question que, par contre, qu'en tout cas moi j'ai, mais je pense toi aussi, reçu énormément en porte-à-porte. Et au-delà des talus sur les sentiers communaux et tout, où là, à ma connaissance, mais Steve me contredira peut-être, ce n'est pas entièrement externalisé, il y a une partie qui est internalisée, et sur lesquelles, effectivement, il va falloir sans doute s'adapter au fait que les ronces, elles adorent cette alternance pluie-soleil, oui. et que ce n'est pas le promeneur qui va entretenir un sentier, un promeneur s'entretient la trace du sentier, mais ça ne se promène pas avec son sécateur pour les ronces qui fleurissent. Mais je pense que c'est des adaptations à faire au fur et à mesure par rapport à la réalité de terre. Ça pourrait être un projet à lancer, une promenade nettoyage. Pour entretenir les sentiers. Voilà. Donc demander à des citoyens de venir avec leur sécateur. Citoyens de démarrer une balade avec un petit sécateur à main, une paire de gants, faire une promenade qui soit un peu événementialisée avec un fond de musique, avec quelque chose qui est vraiment une promenade, un peu à l'image d'une marche adepte, mais d'une marche stéphanoise où on se dit on y va ensemble. Pourquoi pas, on fait une gigantesque fête des voisins. Pourquoi pas, mais qu'il soit organisé, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus aller tailler n'importe comment, n'importe quand. Voilà, l'idée est d'événementialiser, oui, de dire on en fait un événement. Ouais, voilà, et bien entouré, quoi, avec des personnes qui s'y connaissent et qui puissent dire vous coupez pas partout, n'importe comment, à n'importe quelle saison, bien entendu, quoi. Et puis ça peut être un événement unique, un peu emblématique, qui permet de sensibiliser, de visibiliser nos sentiers, parce qu'on a à Constantine, on a un très beau patrimoine de sentiers, de balades, que le patrimoine stéphanois, cartographié et tout. Ça ne peut pas être la réponse structurelle non plus. Enfin, c'est comme l'opération nettoyage de la région wallonne. Moi, je trouve ça très sympathique et il y a plein de citoyens, et il y a des gens qui font ça depuis des années, qui sont très actifs à nettoyer une fois par an nos abords. Mais dire que c'est toujours les mêmes bénévoles volontaires qui vont faire l'entretien collectif. Mais c'est dans l'idée de se dire, pour le moment, puisqu'on n'a pas pu vraiment anticiper forcément ces poussées violentes, est-ce que en attendant, pour la suite on puisse le faire, on peut travailler de manière créative, quoi. Moi j'aime bien l'idée, mais effectivement, comme Isabelle et Xavier l'ont dit, il y a la réalisation concrète sur le terrain, et puis il n'y a rien à faire. Chaque personne entretient son jardin différemment. Donc aller entretenir des sentiers en commun, ça va être très compliqué. Ouais, Je crois que ce qu'il faut axer par contre, c'est plutôt le renforcement du service espace vert, et de se dire qu'à l'avenir, en fait, les sentiers doivent pouvoir être entretenus en permanence, toujours avec des contraintes météorologiques, parce qu'aujourd'hui on a un service espace vert comme celui qui a été externalisé, qui a eu énormément de difficultés à travailler sur l'entretien des sentiers et des chemins, mais je pense que c'est beaucoup plus pertinent en tant qu'autorité publique de se dire qu'on va compter sur un renforcement du service espace vert, voire des moyens techniques complémentaires et supplémentaires, plutôt que de se dire ok, on va faire une action de sensibilisation qui risque en fait en termes d'encadrement d'être assez compliqué. Je suis pas contre, hein, c'est pas ça que je dis, mais je pense que c'est compliqué. Exactement, tout à fait. On est bien d'accord. Une autre question sur un autre sujet, mais qui est lié aussi un petit peu à l'entretien. Il revient souvent la question de la gestion des déchets. Alors, est-ce que le système actuel, est-ce qu'il continue? Est-ce qu'on garde le fonctionnement comme on a maintenant, avec des levées de poubelles toutes les 2 semaines, avec le passage de la poubelle compost? Est-ce que tout le monde pourrait avoir une explication, éventuellement dans sa boîte aux lettres, du système de badge? Il y a des poubelles qui fonctionnent avec un système de badge, poubelles qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. On parle de personnes âgées éventuellement qui ont plus de mal à gérer ces poubelles pendant 2 semaines, ou les jeunes familles qui ont des nouveau-nés avec des couches, des langes, etc., où c'est plus compliqué d'avoir un sac qui se remplit
uniquement sur 2 semaines. Est-ce qu'il va y avoir une évolution, un changement qui est prévu? Est-ce qu'on peut tabler sur quelque chose déjà? Est-ce qu'on a des informations? Moi j'en ai, mais... Moi, si je peux répondre dans un premier temps, Vas-y, mais voilà, vas-y. je pense que si vous voulais- pouvoir me compléter, alors c'est une question qui revient tout le temps. Effectivement, quand on rencontre des gens, même dans ma liste ou quoi que ce soit, c'est vraiment une question qui revient beaucoup, en tout cas sur la table, cette gestion des poubelles. Beaucoup aussi par rapport aux gens qui sont dans des appartements où ils n'ont peut-être pas d'endroit pour les mettre à l'extérieur et des choses comme ça. L'été, hein, ça a beaucoup posé de questions puisqu'il y a des verres dans les poubelles. Alors, d'aucuns diront, ben voilà, normalement dans ces sacs blancs, normalement il ne faut pas avoir de déchets, comment on les appelle, alimentaires. Organique. Voilà, et c'est dans les sacs verts qu'ils doivent aller. Je pense que déjà une première chose, c'est peut-être une méconnaissance aussi des gens par rapport à comment ils doivent trier. Ça, je pense que c'est déjà parfois compliqué de savoir, même moi, je veux dire, je suis à la maison, je me pose la question, ça je dois le mettre où, ça je dois mettre où, ça je dois mettre où. J'ai une maison, j'ai la chance d'avoir une maison, j'ai un jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin, je peux encore essayer de mettre dehors et trier plus ou moins. Mais je pense que ça, c'est déjà quelque chose pour moi, mais voilà, je pense que on peut peut-être un peu tous le confirmer dans ce cadre-là, qui est pas toujours facile à maîtriser, à savoir. Donc peut-être voir comment on peut former peut-être plus le citoyen ou aider plus le citoyen à gérer ses déchets ou à trier ses déchets. Alors à côté de ça, en tout cas moi c'est un constat, il y a des points effectivement d'apport volontaire qui existent sur la commune. Mais j'ai déjà entendu des gens qui y allaient et puis qui se retrouvaient là, ne savent pas ce qu'ils doivent faire, quoi. Ils ont là cet endroit, ils n'ont pas le badge, ils ne savent pas, ils ont lu une fois une information dans un bulletin communal, qui n'ont plus, voilà, ils l'ont lu comme ça, ils vont, ils savent qu'il y a l'endroit, et où ils peuvent aller apporter leur sac, parce que voilà, peut-être qu'ils ont un sac de trop, mais c'est pas peut-être expliqué, il n'y a pas de notes là dans l'endroit, enfin en tout cas des retours que j'ai eus, pour savoir où ils peuvent, comment ils doivent procéder. Voilà, je crois que c'est des choses vraiment à améliorer au sein de la commune. Maintenant, effectivement, le fait aussi d'avoir ce passage une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, pardon, c'est aussi dans le but d'essayer de trier beaucoup plus, d'avoir moins de déchets, de limiter le déchet, parce qu'on sait que le déchet c'est un gros problème, c'est un gros coût vérité aussi. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui doivent continuer vraiment à se mettre en place et ça frustre énormément les gens. Voilà, ça c'est mon point de vue premier. Je pense qu'on est un peu tous dans ce même point de vue-là, avec des compléments que vous pouvez certainement apporter l'un et l'autre. J'imagine. Tu commences ou je commence? Non, vas-y. Mais Isabelle a entièrement raison. Je crois que j'ai eu en charge, moi, le changement de la collecte et de fréquence des déchets, donc je suis extrêmement concerné par ça. Et j'ai aussi été régulièrement interpellé par les personnes qui ne comprennent pas pourquoi le changement, est-ce qu'on peut revenir en arrière, etc. Alors, une nécessaire remise en contexte. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, tout est transféré à l'île BOE. C'est pas la commune, c'est pas les camions poubelles de la commune qui ramassent les déchets. Tout est géré par une intercommunale. Et notre marché public arrivait à terme fin 2022. Et en 2022, souvenez-vous, on était en pleine crise énergétique. Et les prix pour continuer selon le même système, il fallait faire fois 2,5. Donc fois 2,5 le prix du sac, fois 2,5 le prix aussi de la taxe. Et donc c'est vrai qu'il y a 4 communes pilotes, Cour-Saint-Étienne, Lannes, La Hulpe et Chastres, qui étaient concernés par cette question-là, et on a analysé 3 scénarios. Le premier scénario, statu quo, mais avec une augmentation conséquente des prix et irraisonnable, surtout qu'on voyait que les gens triaient de plus en plus. Donc c'était vraiment pas... Le mécanisme de la carotte n'était vraiment pas appliqué. Une deuxième option qui était de dire on fait toutes les 2 semaines, poubelles vertes et blanches. Et là, on maintenait les prix tels qu'ils étaient précédemment. Et puis alors la troisième option qui était de dire les poubelles vertes, elles passent toutes les semaines et les poubelles blanches passent toutes les 2 semaines. Et finalement, quand on a reçu les offres, on a remarqué que le prix pour l'option numéro 3 était le prix qui nous permettait d'avoir le plus d'impact pour influencer sur le tri des déchets,
Et à Cour-Saint-Étienne, c'est ce qu'on a fait. On a augmenté le prix du sac poubelle. On est une commune, je crois, qui a le sac poubelle le plus cher du Brabant wallon. Mais par contre, on a diminué la taxe de 10% pour encourager les gens à trier. Et il a fallu un temps d'adaptation conséquent. Ça n'a pas été chose aisée pendant des mois et des mois. Et on voit quand même qu'au bout de 2 ans maintenant, même plus, les gens ont pris le pli. Il reste des difficultés, comme tu l'as dit, Isabelle, de personnes qui ont des langes, enfants, adultes, qui doivent partir en vacances et qui ont la veille d'un repas avec des huîtres moules, etc. Et donc sur Cour-Saint-Étienne, on offre des alternatives, c'est ces points d'apport volontaires, donc c'est des conteneurs enterrés où les personnes peuvent badger et mettre leur sac dans un conteneur qui lui est ramassé toutes les semaines, mais ils peuvent le faire à n'importe quel moment. Et ce système n'était pas généralisé à tout Cour-Saint-Étienne, il était généralisé qu'au nouveau quartier dans lequel on mettait les points d'apport volontaires. Et depuis le début de l'année, depuis 2024 en fait, tout le monde y a accès selon un badge. Alors par contre, je rejoins les questions qui se posent, c'est de se dire en termes de communication, on a communiqué en toute boîte et via le bulletin communal, je pense via les réseaux sociaux aussi. Je pense qu'il faut continuer, en fait, il faut persévérer parce que moi, le bulletin communal, je le lis régulièrement parce que je suis concerné, mais je peux comprendre que tout le monde n'ait pas le temps à une période de le lire. Et donc, il faut pouvoir, à mon avis, améliorer la communication là-dessus. Mais sur le système en tant que tel, il faut aussi pouvoir faire perdurer dans l'avenir ces points d'apport volontaires parce qu'aujourd'hui, dans le centre de Cour-Saint-Étienne, on est extrêmement bien fourni. On est une des communes qui a le plus de points d'apport volontaires par habitant. Mais par contre, en dehors du centre de Cour-Saint-Étienne, dans les hameaux, pour le moment, on n'a qu'un seul point d'apport volontaire à Faux, qu'on a voulu central. On se disait, les gens de Sarre, de Faux, de La Roche, Tangissart peuvent le déposer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en avoir dans chaque quartier, en fait, pour que les personnes, qu'elles soient vieilles ou pas, mais les personnes puissent déposer leurs immondices quand bon leur semble en fait. Et donc c'est une des propositions là tout court, c'est d'avancer vers ce type de solution-là. Maintenant il faut être honnête, revenir au système ancien à une collecte toutes les semaines, ce n'est pas à l'ordre du jour. L'INBE n'en parle pas non plus et c'est infinançable. C'est infinançable parce que on va répercuter un prix. Voilà, on reste sur un système comme maintenant avec une communication qui peut revenir et un éventuel développement de ces points d'apport. Exact. Éventuel, nous on pense vraiment que non, ce n'est pas éventuel parce qu'effectivement c'est des solutions, c'est des situations familiales, notamment avec les langes qui est l'exemple le plus emblématique, mais qui en été en période de chaleur dans un appartement provoquent des conditions de salubrité sanitaire qui ne sont juste pas admissibles. Donc nous, on pense que ce n'est pas éventuel. Et on ne va pas refaire l'histoire, puisque à un moment donné, il a fallu trancher, ça a été tranché, ça a avancé. Il y avait une 4e option qui était sur la table, qu'on n'a pas voulu évaluer à Cour-Saint-Étienne, qui était la poubelle à puce, que Chastre a pris, que Jean Blou a pris avec beaucoup de succès. C'est clair que la réalité stéphanoise rendait ça plus complexe. Et finalement, j'ai envie de dire, on ne va pas refaire l'histoire, on ne saura jamais, puisqu'on ne savait pas dans une même commune tester un système 1, tester un système 4, et puis tirer des conclusions. Donc il fallait trancher. Et moi, je suis de bon jeu, on a tranché, on assume. Mais aujourd'hui, il est impératif que chaque hameau ait un point d'apport volontaire et les budgets nécessaires, mais surtout avant ça, les terrains nécessaires pour le faire, doivent impérativement être trouvés parce que c'est évident que des gens de ça ne vont pas chaque fois descendre à Faux. Enfin, un sac poubelle... Vous n'allez pas faire 1,5 km à pied, vous allez difficilement mettre ça sur votre porte-bagages et vous n'avez vraiment pas envie de le mettre dans votre coffre de voiture, sauf à rebâcher et tout ce qui s'ensuit. Et donc, puisqu'on en est là et que je pense que l'INBE a envoyé un signal très clair, surtout qu'ils avaient mal préempté, enfin on ne va pas refaire l'historique, mais il y avait aussi d'autres soucis financiers qu'ils avaient mal préemptés, l'INBE a envoyé un message très clair à toutes les communes, puisqu'elle a forcé toutes les communes du Brabant wallon à passer à ce système toutes les 2 semaines aujourd'hui, dont acte, mais alors il faut absolument travailler en synergie avec eux et avec les moyens propres de la commune pour que chaque hameau ait son point d'apport volontaire et que chaque fois qu'on a quelque chose de rempli et potentiellement nauséabond, de pouvoir gentiment l'évacuer. Oui, tout à fait. Super. Alors, je vais vous proposer de répondre à 2-3 questions suivantes, ici de manière beaucoup plus courte. Pas que c'est pas... les réponses ne sont pas évidentes, on est bien d'accord. Mais les questions suivantes permettent, je pense, une réponse plus... En tout cas, sur des sujets comme ça, sans un historique clairement bien posé. Sûr. L'éclairage public, on y revient souvent. C'est technique aussi, ça. Mais est-ce qu'il est intéressant, important pour vous de rééclairer la nuit? Moi, je veux bien me lancer.
C'est une très bonne question et qui divise énormément. C'est très compliqué. En fait, il y a des gens qui, à très bon escient, demandent qu'on rééclaire plus, et d'autres communes ont pu le faire, parce que le réseau s'y prêtait. C'est un pouvoir communal de pouvoir demander ça? C'est un pouvoir à cheval entre la commune et l'intercommunal Aurès, mais il n'y a pas d'interrupteur par lampadaire, ni même par rue, ni même par quartier. Il n'y a que des interrupteurs par zone, et Aurès ne s'est pas amusé à cadrer parfaitement aux zones des communes. Et donc, c'est évident qu'il y a des endroits où il en faudrait plus, et par exemple, nous, dans notre groupe, on est assez sensibles à tout un courant qui émerge, qui est la politique communale selon le genre, et toute une série de femmes, notamment en hiver, se sentent relativement insécurisées pour rentrer à certains endroits qui sont leur trajet de retour chez elles, etc. La question qui se pose toujours, c'est qu'aujourd'hui, on éteint de minuit à 5 heures, et donc c'est une question de juger de qui a vraiment besoin de se déplacer minuit à 5 heures. A fortiori, de l'autre côté, d'autres citoyens demandent, et ils ont raison aussi, qu'on continue et qu'on généralise ça. Ça fait énormément de bien à toute une série de personnes en termes de sommeil, et plein d'études scientifiques, médicales l'ont démontré que même quand on a des bonnes tentures, cette permanence de phosphorescence qui passe toujours un minimum à travers nuit à la qualité de notre sommeil, et les LED qui ont une teinte bleue et que l'on rajoute à bon escient pour diminuer les consommations énergétiques, auraient, semble-t-il, une influence sur l'environnement, mais aussi assez mauvaise sur le sommeil humain. Et puis, la biodiversité et tout bénéficie de ça aussi. Et donc, c'est les fameuses trames noires sur lesquelles la commune a un premier projet. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Il va falloir en travailler dans la nuance. Ce qui est délicat, c'est qu'Aurès ne permet pas, en tout cas certainement pas à ce stade-ci, de le gérer rue par rue, carrefour par carrefour. Donc la demande, c'est par rapport à certains quartiers qui ont connu quelques effractions ces derniers temps. On parle du quartier des coquelicots, des tulipes autour de la chaussée de Bruxelles. Il y a eu des vols de pots de fleurs. Voilà, c'est difficile du coup techniquement de dire pour ce quartier-là, comme c'est votre demande, on va pouvoir allumer la lumière. On a l'interrupteur depuis le bureau du bourgmestre. Il suffit d'ouvrir un tiroir et on a la télécommande. C'est pas le cas, on est tous d'accord. C'est vraiment une situation frustrante parce que Xavier a raison. Donc c'est des cabines. Il y a 2 cabines qui gèrent Cour-Saint-Étienne, une cabine qui gère le nord de Cour-Saint-Étienne avec d'autres communes et une autre cabine qui gère le sud de Cour-Saint-Étienne. Donc le rallumage de l'éclairage public comme avant, ça dépend d'autres communes et au reste ne le fera que s'il a l'accord de toutes ces communes concernées. Et effectivement, ce qui est frustrant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des solutions techniques de diming et d'interrupteurs, de télégestion à distance pour l'éclairage public, mais nous n'avons pas ça en Brabant-Wallon. Et donc on ne sait pas, au Coquelicot, avenue des Bleuets, ou dans le centre de Cour-Saint-Étienne, rallumer comme on veut en appuyant sur un bouton. Ça ne se passe pas comme ça. Et à de rares exceptions, on y arrive. Et par exemple, hier soir, justement, comme on était en phase de préalerte de crue, là, on a demandé à Aurès de rallumer tout l'éclairage public, partout en fait. Et ils l'ont fait sur toute la Wallonie. Ce qui est beaucoup plus facile. Ou alors, pour de rares événements, on sait leur demander, mais c'est un ouvrier qui doit passer, ouvrir la cabine de commande, le point de commande, pour allumer un à un les éclairages de la zone concernée. Et donc, c'est vraiment... Enfin, moi, en tant que responsable politique ces 6 dernières années, et responsable aussi du LED, en fait, c'est frustrant de se dire qu'on sait qu'il y a des solutions techniques qui existent, mais malheureusement, et je ne leur jette pas la pierre, mais Aurès n'a pas ces solutions-là à proposer aux communes. Isabelle, peut-être que tu avais une envie de... Non, ça s'est dit. Moi, je voulais simplement dire que j'avais entendu certains quartiers qui, effectivement, voudraient... Par rapport à une certaine insécurité, en tout cas, pouvoir avoir de l'éclairage public le soir, la nuit. Et donc voilà, mais la difficulté, on vient de l'expliquer, et là on est, je pense, tous d'accord par rapport à ça, le pourquoi, et c'est important de l'expliquer, qu'on n'est pas, nous, uniquement, enfin, en tout cas nous, le politique, uniquement volontaire, enfin, pas volontaire, mais enfin, voilà, qu'on ne décide pas comme on veut non plus par rapport à ça, c'est important de le savoir, donc, mais j'ai rien à rajouter d'autre par rapport à ça. On va en rester en 30 secondes, mais peut-être un complément par rapport à ça, parce que je comprends parfaitement la préoccupation des citoyens qui ont le sentiment que ça augmente l'insécurité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que personne ne souhaite. Peut-être que la solution ne passera pas par là, pas par juste l'éclairage. Ceci dit, le gouverneur du Brabant-Wallon avait fait faire une étude suite à cette modification de politique, parce qu'il n'y a pas que Cour-Saint-Étienne qui est passé à l'éclairage Nous aussi, on a fait des éteint, consultations, etc.
ça ne montre pas d'augmentation notable de la criminalité, de la petite criminalité, des incivilités, etc. Ce qui n'empêche qu'il y a sans doute, et c'est le ressenti des citoyens, moi je le respecte tout à fait, des petits problèmes locaux et tout. Nous, on pense que c'est une question de renforcer la présence d'agents de quartier et de différentes choses pour être le contrebalancement. C'est le lien vers la question suivante que j'ai envie de vous poser, pour faire une petite thématique sécurité. Puisqu'effectivement, les policiers eux-mêmes disent rajouter l'éclairage nocturne, c'est permettre aux cambrioleurs de voir clair aussi. Et donc, ce n'était pas forcément la chose à faire. Mais j'ai eu plusieurs retours de demandes de retour de la présence de la police. Avec un manque de cette présence policière. Aussi, et là on est plus dans la circulation, mais ça touche à la sécurité, à une autre forme de sécurité, aussi autour des écoles. Ça nous a manqué un petit peu, en tout cas à plusieurs citoyens, cette présence policière dans les heures scolaires. Moi j'ai connu mon agent de quartier à moustache, qui était célèbre comme tout, au collège, on en a déposé mes enfants pendant plusieurs années. Il était là tous les matins, il était là à 4 heures. Il n'était pas question de garer sa voiture sur le trottoir. Même si on s'entendait bien, même si pendant toute l'année on se garait parfaitement. Il nous disait bravo, félicitations, on avait presque une petite gommette. Par contre, il ne fallait pas mettre une roue. Parce que les 120 gommettes qu'on avait reçues avant n'avaient aucune valeur, on se faisait rabrouer. Et justement, d'ailleurs, ce bonhomme faisait partie un peu comme ce fameux policier rue de la Loi qui faisait circuler à Bruxelles tout en dansant. Pour moi, c'était un personnage mythique de Cours Saint-Étienne. Ce gars était là, tout le monde, et tous les enfants en tout cas, qui ont aujourd'hui entre 15 et 18 ans, ont connu ce bonhomme qui était là au quotidien. Et donc, est-ce qu'on a un espoir d'avoir plus de police? C'est aussi dans le pouvoir communal. C'est dans les attributions. On peut demander d'avoir plus d'agents, on peut demander d'avoir un agent de police pour chaque école ou proche, en tout cas en fonction des différents horaires. S'il suffisait de demander, ce serait peut-être trop simple. Mais donc, qu'est-ce qui est si compliqué? Il y a moyen de demander, mais il faut contribuer aux moyens. D'accord. Alors, la difficulté ou le bémol, c'est que contrairement à d'autres plus grosses communes dont la zone de police correspond intégralement à leur commune, et donc où finalement un pouvoir communal est en charge de la police qui couvre sa commune, nous sommes une plus petite commune. C'est la zone Orantine. Et donc on est dans la fameuse zone Orantine. 5 communes. Okay. Donc c'est 5 communes avec un territoire qui du coup a la taille de 5 communes et au plus on descend, nous sommes semi-rurales, mais les communes plus au sud de chez nous sont encore plus rurales avec des territoires encore plus étendus. Et donc ces agents prennent du temps à traverser ce territoire, mais ils disent tous, et ceci dit pour avoir eu des discussions avec des voisins qui sont agents, mais dans des communes, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, la police de manière générale pense qu'elle manque de moyens, alors qu'elle doit faire de plus en plus de travail administratif, notamment pour nos assurances, puisque chaque fois que nous avons une mauvaise surprise, c'est d'abord la police qui doit prendre notre déclaration pour que l'assurance le reconnaisse. Enfin, il y a des rééquilibres qui dépassent l'enjeu des communes, qui vont devoir être faits, et sur lesquels les communes, à mon avis, doivent interpeller les instances supérieures pour qu'une police communale dans une zone puisse se focaliser sur la vie des habitants communaux. Nous, chez Cours Ensemble, on a pris vraiment le temps d'essayer de décortiquer ça, et on pense qu'il faut revaloriser, et sans doute remettre des moyens, et alors il faut discuter au sein de la zone de police de si Cours met des moyens en plus, est-ce que ça peut bien être pour Cours, sur ce qu'on appelle les agents de quartier. C'est ce que nos parents ou nos grands-parents appelaient le champêtre. C'était vraiment le gars champêtre qui connaissait tout le monde, à l'image de ce que tu disais avec ce policier emblématique devant les écoles, et qui était très actif. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, et ils sont noyés par la diversité des tâches qu'ils doivent faire, à commencer par des tâches administratives de tous côtés. Moi, je pense vraiment que la vocation d'un agent de quartier, c'est d'abord et avant tout d'être dans son quartier, proche des gens, de circuler, d'être visible, et donc d'apaiser le sentiment complet, y compris, j'ose croire que les pots de fleurs qui disparaissent, c'est plutôt des mauvaises blagues que vraiment du vol pour revendre le pot de fleurs. Ça dépend peut-être de la valeur du pot de fleurs, oui, mais c'est clair qu'on a besoin d'une présence de proximité de cette police qui rassure, qui fait partie, que tout le monde connaît, et qui permet de réagir très très vite. Tout le monde se retrouve sur cette idée-là? Moi je crois que Xavier a raison, on a besoin d'une police de proximité. La difficulté avec ça, c'est qu'on voit que le métier de policier a évolué. Comme Xavier l'a dit, effectivement, les communes peuvent demander une présence de proximité, mais que ce soit au niveau de notre zone ou de manière générale de la structure même de la police, cette police de proximité a évolué. Et donc on ne se retrouve pas dans les mêmes
dans les mêmes idées que par le passé. Alors, peut-être juste une petite précision, pour la zone de police hors Nautile, on a des moyens financiers qui ont augmenté en fait, tout au long de la législature. Et je pense que ce soit Cours Ensemble, CSE+, ou à tout court, on a envie de continuer et de soutenir encore plus la zone de police. Aujourd'hui, il faut savoir que dans la zone de police hors Nautile, le cadre qui définit le nombre d'emplois nécessaires pour assurer la sécurité sur le territoire, il est complet. Donc peut-être qu'il y a une réflexion à avoir, en partenariat avec toutes les communes, les 4 autres communes, pour voir si ce cadre ne peut pas évoluer, pour l'augmenter, tout en sachant, et Xavier l'a dit de manière très pertinente, c'est qu'on ne peut pas non plus commencer à se dire les budgets ont déjà faramineusement augmenté, on doit le faire dans la limite des moyens communaux disponibles, quoi. Et donc voilà, c'est très difficile de répondre à cette question de l'agent de quartier. La sécurité, c'est un sentiment qui est général, qui concerne l'aménagement du territoire, la mobilité, la présence de lumière ou pas, de policiers ou pas, et d'autorités de manière générale ou pas. Et au niveau de la zone de police hors Nautile, le constat aujourd'hui, c'est qu'on a fameusement soutenu cette zone, on a un cadre complet, il faut réévaluer les choses et voir dans quelle mesure on peut encore continuer à augmenter les moyens et les méthodes utilisées par nos policiers. Est-ce qu'on peut arriver à réfléchir à des moyens qui pourraient être accordés pour, par exemple, imposer une vitesse limitée dans tout cours Saint-Étienne, par exemple? Ça fait partie aussi du travail de police. J'ai pas mal de gens qui sont revenus avec cette idée de dire quand est-ce qu'on a un plan de mobilité locale vraiment bien pensé, avec pourquoi pas une rue qui est à 2 sens, mais qui pourrait devenir demain une rue à sens unique, avec un système du coup de circulation logique et une régulation de la vitesse. Il y a eu 2-3 commentaires sur les pages Facebook où les gens se sont répondus entre eux en disant hey, attention, le coup des flashs, ça dépend de Pérex. C'est pas la commune qui décide où ça va plus haut, c'est du fédéral. C'est le parquet. Voilà. On ne peut pas faire ce qu'on veut et effectivement, ils sont limités aussi dans la gestion des PV. Mais non, ça ne veut pas dire non plus que comme on n'arrive pas à gérer les PV, eh bien, on met 90 km/h de vitesse limite pour tout le monde. On a les moyens de faire ça dans un délai, on va dire, relativement raisonnable, de réfléchir à un nouveau plan de circulation plus localisé, avec des limitations de vitesse plus strictes peut-être. On a les moyens, on a le droit de mettre des limitations de vitesse plus strictes. On a le pouvoir de le faire. On a le pouvoir de le faire sur toutes les voiries communales et il y a toujours moyen de s'entendre avec la région sur les 2 grosses voiries régionales qui nous traversent. Maintenant, ce que l'expérience montre, c'est qu'il ne suffit pas de mettre une limitation de vitesse pour que tout le monde la respecte. Et donc, c'est d'ailleurs ce que dit la Sécurotech, qui est la référence en Wallonie sur les prescrits de mobilité, de gestion des routes et tout, c'est que ça ne sert à rien de mettre un panneau 30 en laissant une ligne droite, parce que l'automobiliste, Il ne va pas la respecter. D'abord, après 5 jours au même endroit, il ne verra plus le panneau 30, il verra juste qu'il a une ligne droite qui lui semble dégagée et dans laquelle il lui semble que la vitesse de 50 ou 60 est adaptée. Parce qu'il faut être conscient qu'on a tous aujourd'hui des véhicules extrêmement confortables dans lesquels la sensation de vitesse est complètement atténuée et en plus qui sont extrêmement bien insonorisés par rapport à l'extérieur. Et donc c'est toute la difficulté. Moi je vous invite à aller suivre ce genre de formation que la police fait, où vous vous rendez compte de ce que ça vous fait quand vous êtes au volant d'une voiture et que vous passez à côté d'un piéton en faisant du 50, et on a l'impression d'être parfaitement raisonnable, et puis on inverse les rôles en formation, et vous êtes dans le rôle du piéton qui se fait frôler par la voiture à 5 ans, je peux vous assurer que c'est absolument pas le même effet. Et donc, on a besoin d'apaiser, mais il faut que les moyens soient là pour que l'automobiliste se retrouve à naturellement se dire ce n'est pas raisonnable de faire plus que du 30 ou du 40 ou des choses pareilles. Et ça nécessite toute une série d'aménagements, donc des réflexions plus longues. On attend très fortement les prochaines discussions sur le plan communal de mobilité qui était un peu en retard, qui a été postposé, et c'est peut-être une très bonne chose, mais sur laquelle il va falloir être ambitieux. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis fait interpeller, mais dans tous les villages de Cours-Saint-Étienne, où tout le monde a l'impression d'être submergé et par du trafic de tous côtés, parce que avec un centre engorgé, les Waze et autres applications similaires vous redirigent instantanément à travers les quartiers. On ne roule plus de la même manière depuis que Waze existe. Hein. On n'utilise plus les routes de la même façon. Ça, et donc une réplique à Waze, c'est de mettre des rues en circulation locale, parce que là, légalement, Waze est obligé d'en tenir compte et de ne plus le faire.
Mais tout mettre en circulation locale, c'est aussi pénaliser les riverains. Et donc, je pense qu'il va falloir avoir des discussions village par village sur les bonnes solutions. Tu l'as évoqué, j'ai entendu beaucoup de citoyens, dans mon village comme dans d'autres, dire « Oui, mais si on mettait à sens unique et que ça provoque une boucle, alors les gens vont sentir que c'est un détour. Pourquoi pas? Après, il faut que tout le monde ait envie de cette boucle à sens unique, parce que celui qui habite tout au début, il fera toute la boucle. Hein, comme On tout est le donc monde. sur un projet extrêmement complexe. Et donc, Ouais, tout à fait. Si on peut donner aux gens une idée grossière, une fourchette de temps que ça pourrait prendre, de se dire, ok, si on doit repenser toute la circulation du centre, et du coup les axes qui arrivent au centre sans commencer aux différents villages, c'est encore autre chose. Mais vraiment, si on doit travailler ce centre, c'est un projet, en tout cas politiquement, techniquement, financièrement, qui demande quoi comme temps? Est-ce qu'on peut faire ça en 6 mois de temps? La civilisation a changé, hein, donc non, pour moi non. Est-ce que vu les acteurs, on parle d'1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans pour y arriver? On est en pleine mise à jour du plan communal de mobilité. Hein. Donc on a déjà commencé, la phase 1 a déjà été faite des diagnostics et puis on va avancer vers les autres phases. Le fait qu'il y ait des élections retarde peut-être un peu les choses et c'est pas plus mal, tu as raison. Toutes les phases de ce plan communal de mobilité doivent être approuvées par la région wallonne, qui est l'autorité de tutelle de la commune. Donc on peut imaginer d'avoir un plan communal de mobilité adopté définitivement vers la fin 2025-2026. C'est un plan, ce n'est pas des actions concrètes. Mais c'est un plan qui va définir les actions concrètes et la mise en œuvre, soit par la région quand on est sur des voiries régionales, soit par la commune lorsqu'on est sur les voiries communales. Mais donc il va découler de ce plan plusieurs actions et toute une stratégie en fait à mettre en place, budgétée, pour la pose de panneaux, pour la mise en circulation locale de certaines voiries, pour la mise en sens unique de certaines voiries. On peut imaginer le faire. Mais en termes de délai, il faut quand même avoir un discours réaliste vis-à-vis des citoyens, c'est-à-dire qu'on est au début de la réflexion de ce plan communal de mobilité et d'ici, j'espère, la fin de la prochaine législature, on verra des actions concrètes se mettre en œuvre. Mais ça prend du temps. Oui, ça prend du bien temps sûr. parce qu'il y a des allers-retours nécessaires et je ne parle pas que de la région wallonne, il est nécessaire aussi de consulter les citoyens de chaque village, de chaque rue concernée pour le faire. Et je vais prendre un exemple, les rues en circulation locale ou en zone 30, aujourd'hui, c'est les rues qui sont, elles sont légion à Cour-Saint-Étienne, mais c'est les rues sur lesquelles on a le moins de contrôle. Il n'y a pas de flash comme on veut. Un flash, ça coûte 100 000 € et il faut une autorisation du parquet pour pouvoir le mettre. Mais alors, les rues en circulation locale, comme Xavier l'a dit, ou toi, Cédric, je ne sais plus, Waze fait qu'aujourd'hui, en fait, elles sont utilisées par le trafic de transit. Mais il faut pouvoir innover aussi là-dessus. Et peut-être, comme c'est le cas en Flandre d'ailleurs, ils font des radars qui ne sont pas des radars de vitesse, mais des radars en fait qui flashent les voitures. Et si c'est des voitures qui ne font que passer par la rue et qui ne sont pas des riverains de la zone, automatiquement il y a un PV. Et malheureusement, il faut en passer par là, mais face à l'incivisme de la mobilité, il faut pouvoir aussi être un peu plus coercitif. Et c'est ça qu'on vise en fait avec À tout court, c'est de se dire on avance sur un plan avec des actions concrètes qui seront mises ensuite, mais aussi un contrôle de ces actions, une évaluation de ces actions par la suite. Donc on sait qu'avant de voir vraiment du changement et des actions concrètes, on doit se dire qu'on est parti sur 5 ans, 6 ans d'attente. à peu près. J'espère pas. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Isabelle répond d'abord, mais moi je pense qu'il y a moyen d'être. Enfin, je réinterviendrai En après. tout cas, peut-être comme ils disent un peu moins, mais il n'y a pas de beaucoup miracle. moins, on ne parle pas de la Il moitié. n'y a pas de miracle. Je pense que ça prend du temps, on vient de l'expliquer, ça prend du temps. Dans tout, ça doit être des études, ça doit être réfléchi, ça doit être pensé, ça doit être analysé, ça doit repartir, enfin ça va faire des allers-retours. Et puis après, il faut changer toutes les habitudes, les signalétiques, enfin voilà, tout adapté. Donc il n'y a pas de miracle, ça ne sait pas se faire en 6 mois, c'est certain. Donc on parle de plusieurs années, Ouais. au moins. Quoi. Pour le centre, assurément. Maintenant, il y a 2 choses à prendre en compte. D'abord, il faut y mettre l'énergie en faisant remonter ça dans les priorités. Le plan communal de mobilité, il aurait dû être mis à jour en 2021. Alors, je sais bien qu'en 2020, il y a eu tout ce qu'on connaît, mais on ne l'a démarré qu'en 2024. Ouais. Et donc, il faut le terminer. Et quand il sera terminé, j'espère bien d'ici juin 2025, je pense que pour le centre, il faudra compter 3-4 ans. Surtout que nous, on préconise vraiment de faire un essai avant de faire toutes les grandes transformations pour que tout le monde puisse juger. Parce que c'est très difficile, un plan de mobilité, de juger sur papier ce que ça va donner. J'invite tout le monde à regarder sur YouTube, par exemple, l'essai à Stockholm, ce qu'on appelle le pont de Stockholm, qui a permis de rassembler toutes les meilleures idées après 9 mois d'essai et puis de le transformer avant de faire des gros changements d'infrastructure. Par contre, dans les villages, là, il n'y a pas de raison que ça mette 3-4 ans. Alors, on ne sait pas attaquer tous les villages ensemble parce que ça prend le temps d'une
concertation citoyenne, d'une négociation avec les citoyens, etc. Mais nous, notre volonté, avec Cours Ensemble, c'est vraiment de dire que chaque année, il faut adresser un village. Alors, l'enjeu sera peut-être de les prioriser et de voir Est-ce qu'il ne faut pas, 10 hameaux pas un peu périphériques. une vision globale avant? Il ne faut pas une vision Il faut d'abord une vision globale avant et puis d'aller après, faire la chaque vision village pour que tout soit cohérent et qu'on ne doive pas démonter pour remonter après? Oui et non, mais les grands axes qui relient les villages au centre sont relativement connus. Et c'est pas sur cela, il y a des problèmes de vitesse comme à peu près partout, mais ces grands axes ne vont pas changer par rapport à la circulation interne et au trafic parasite dans les villages. Et donc il y a vraiment moyen de gagner du temps, mais tout en le faisant posément, en attaquant les deux en parallèle, le centre qui est un gros enjeu et nos deux voiries régionales qui se Et les croisent dans le extérieurs, centre, mais pas attendre d'avoir résolu le centre pour dire dans les hameaux, vous allez on va attendre. avoir Le centre doit être résolu avant la fin de la législature, et avant la fin de la législature, au moins 3 hameaux doivent pouvoir. C'est dans cette... Il y a un truc quand même qui, enfin, si je peux me permettre Ouais, encore, il y a quand même, il faut se rendre compte quand même qu'en termes de administratif, changer des circulations, des zones 30, etc., c'est extrêmement lourd. C'est pas juste le bourgmestre ou le collège qui claque d'un doigt en disant ok, ben, on met une zone 30 par là et puis c'est fini. En fait, tout doit se faire. Bon, il faut faire une étude, il y a des aménagements qui doivent se faire, ça doit être autorisé par la police, les pompiers, les services de sécurité. La région wallonne doit remettre un avis. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le plan communal de mobilité n'a pas été remis à jour en 2021. C'est parce qu'on a mis énormément de temps à avoir un retour de la région wallonne pour pouvoir lancer la mise à jour du plan communal de mobilité. Et donc tout prend. Moi, ça me frustre énormément, mais énormément de temps. Ouais, Et c'est quelque important chose de pouvoir très frustrant. l'expliquer aussi, Mais- parce que quand on est comme citoyen et qu'on voit ça au Mais il quotidien, faut pouvoir le dire. on n'a pas toute cette notion-là. Poser un et panneau, donc, poser un panneau priorité de droite, rue de Faux, j'étais avec des riverains qui me demandent de poser un panneau priorité de droite. En fait, on peut prendre la décision en collège, c'est facile, on la collège toutes les semaines. Mais par contre, on doit faire valider toutes les décisions qu'on prend par la tutelle. Et puis après, éventuellement, alors peut-être pas pour ce panneau-là, mais pour un aménagement, il faut faire un cahier des charges, il faut faire valider ce cahier des charges, soit en collège, soit en conseil communal en fonction du budget. Si le budget n'est pas suffisant, il faut refaire valider un budget. Donc, malheureusement, dans la chose publique, les choses prennent énormément de temps. Maintenant, je rejoins Xavier sur un plan communal de mobilité, que ce soit à tout court ou court ensemble. Je pense qu'il est évident qu'à la fin de la législature prochaine, on verra déjà des résultats dès l'élaboration de ce plan communal de mobilité, l'adoption et la mise en œuvre. Est-ce que qu'on tout sera verra, fait est-ce qu'on verra des résultats pour ceux qui se sentent un peu oubliés des plans de mobilité? Parce qu'on parle beaucoup des véhicules, on parle beaucoup des voitures, on parle des vélos, on parle des piétons. Et puis on a les personnes à mobilité réduite qui de temps en temps disent ok, on sent bien qu'on est en minorité par rapport à tout le reste, qu'il y a plus de voitures que de chaises roulantes, on est bien d'accord, mais est-ce qu'à un moment on va penser un peu à nous en nous proposant peut-être des zones avec des trottoirs un peu plus élargis, des zones où on se sent plus en sécurité, éventuellement un feu de circulation ou l'autre qui serait adapté à la hauteur d'une chaise roulante ou d'un déambulateur ou d'une autre aide à la mobilité. Ça fait partie de vos listes, ça fait partie de vos programmes? Ça fait partie d'un plan communal de mobilité aussi, en fait. Ça. C'est mis Ça- de manière communale, donc tout le monde s'est retrouvé sur ce point-là. On se retrouve, je crois que ça doit faire surtout partie intégrante des cahiers de charges. Dès qu'on fait des travaux dans quoi que ce soit, c'est quelque chose qui doit faire partie du cahier de charges. On doit pouvoir l'intégrer systématiquement dedans pour que ça soit adapté systématiquement à la personne à mobilité réduite ou avec en tout cas quelqu'un qui peut avoir des difficultés. Donc, c'est aussi là qu'il faut absolument penser les choses et je pense qu'on est de plus en plus conscient de ça, qu'il faut agir où on peut, en tout cas le maximum où on peut par rapport à ça, mais ouais, enfin, en tout cas je pense que ça fait de plus en plus écho à tout le monde, en tout cas qu'il faut travailler comme ça. Mais je pense que c'est une attention spécifique qui doit être portée dans le plan communal de mobilité, qui a un volet trottoir, PMR, etc., mais qui doit être beaucoup plus important. Finalement, les personnes à mobilité réduite se rapprochent très fort des piétons, parce qu'elles ont besoin de trottoirs en bon état. Mais il n'y a pas qu'elles. Moi, j'ai rencontré un monsieur âgé qui m'expliquait que sa balade, qu'il maintient en bonne santé et tout, quotidienne, c'est d'aller à la boulangerie à pied, mais qu'il n'ose plus parce qu'il a trébuché sur le trottoir du centre de cours Saint-Étienne. Et donc, on est tous piétons à plusieurs moments dans notre vie, et un plan trottoir, il y a des communes qui font même un plan trottoir séparé du plan communal de mobilité pour y mettre l'emphase. Nous, on pense vraiment qu'un plan trottoir doit émerger
au sein ou à côté du plan communal de mobilité, mais que ça aussi, ça nécessite à un moment d'être prioritaire au point de dire chaque année, il y a X centaines de mètres de trottoirs qui sont remis en état dans les zones prioritaires. Et on en a plusieurs, avenue des Combattants, Wisterzee, rue Enrico, toutes les rues du centre. Mais aujourd'hui, on voit des gens, que ce soit des jeunes qui font encore du sport à la Courtoise quelque temps, le temps que la salle de gym existe, s'y rendre à pied, sans aucun aménagement, sans aucune traversée piétonne. Idem avec tous les arrêts de bus le long de cette chaussée qui amènent énormément de jeunes qui viennent au collège Saint-Étienne. Zéro aménagement, idem dans le centre. Ce plan trottoir doit être intégré dans le plan communal de mobilité comme un enjeu phare en parallèle. De nouveau, ça ne peut pas passer après. Ça doit être géré en parallèle. Au-delà des plans, il y a une réalité. Il faut, parce qu'on parle beaucoup de plans, à mon avis, dans les 3 programmes, il y a des actions concrètes que les gens attendent, quoi. Et moi, j'ai aussi envie de donner des exemples concrets de ce qui s'est réalisé ces dernières années et qui montrent les solutions qui peuvent être envisagées. Et j'en ai 2. Il y a l'avenue des prisonniers de guerre, qui est une rue cyclable, où là, on sait se déplacer sur les trottoirs pour des personnes aussi à mobilité réduite. On a, avenue des Combattants, imposé en fait un retrait des immeubles pour avoir des grands trottoirs. Et maintenant, devant le délit traiteur jusqu'à Domitis, en fait, vous avez des grands trottoirs pour que chaque personne puisse se déplacer de manière plus facile. Les berges de la Dyle, cette placette qui s'est créée, en fait, elle est 100% PMR. Les magasins sont accessibles par les PMR. Donc, en termes d'aménagement du territoire aussi, on a des enjeux, on a des leviers pour faire bouger les choses. Et je pense qu'on doit, au travers du plan communal de mobilité, penser la mobilité de toutes les personnes, peu importe les difficultés, mais en termes d'aménagement du territoire et de tous les services qu'on propose à la population, même les services administratifs, doivent être accessibles à des personnes à mobilité réduite. Ça, c'est essentiel. Effectivement, je vais vous proposer de clôturer tout doucement et de nous approcher du dessert. Tout doucement, en terminant par deux questions. Je pense une qui peut être plus courte que l'autre, je pense, et après il se pourrait que je me trompe. Le marché du mardi, est-ce qu'on peut penser à le redynamiser un petit peu? Est-ce qu'il y a moyen de faire vivre encore un peu mieux ce marché du mardi? Est-ce qu'il est illusoire d'imaginer éventuellement un jour de plus, comme ça se fait parfois dans certaines villes? Par exemple, si on prend Wavre, il y a le marché du mercredi qui est relativement grand, qui prend tout le centre-ville, et le samedi après-midi, le samedi matin, il y a un marché qui existe aussi, qui est beaucoup plus petit, qui est juste un fruits et légumes, et qui propose, voilà, sur la place Saint-Jean-Baptiste et la petite rue qui mène au rond-point devant l'hôtel communal. Est-ce que pour Cours-Saint-Étienne, c'est intéressant, c'est envisageable? En tout cas, il y a l'air d'avoir une demande. On a plusieurs personnes qui revenaient avec cette idée-là, de se dire, on aime bien l'idée du marché, mais il n'y aurait pas moyen d'attirer un peu plus de monde, un peu plus de vendeurs. Et surtout, est-ce qu'on pourrait repenser l'accès? Parce qu'il y avait tout un temps où il y avait un système de bus, apparemment, qui permettait à des gens un peu plus externes d'arriver au marché du mardi matin. Ce système de bus a été supprimé, arrêté, en donnant comme réponse que les transports publics étaient là pour répondre à cette question-là. Une réponse qui n'a pas l'air de satisfaire, en tout cas les quelques personnes qui m'ont écrit à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en faites de cette question-là, en tout cas? Moi, pour répondre en premier, peut-être, mais ça, c'est juste moi un constat, parce que je n'ai pas la réponse par rapport directement à la question. Mais dans un premier temps, déjà comparé, peut-être, on avait dit qu'on parlait peut-être pas du passé, on allait plus vers l'avenir, mais c'est important aussi. Donc moi, j'ai connu, on allait enfant, adolescent, c'était notre endroit de rendez-vous, on se retrouvait tous sur le marché à Saint-Étienne, tous. Et c'était magnifique. On allait à vélo au marché et c'était jusqu'au passage à niveau depuis la place du Monument, je veux dire, jusqu'au passage à niveau, c'était tout le marché, tout était fermé, avec effectivement un bus qui passait, je ne sais pas combien de temps, et c'était juste marqué marché. Ce bus ne faisait que ce bus du Tech qui faisait le marché, c'était magnifique, c'était un bel endroit de rencontre. J'ai connu ce marché bien par après, où il est maintenant sur la place c'est Baudouin 1er, je pense, avec beaucoup plus de marchands. Et voilà. J'ai été étonnée, ici je suis retournée, j'ai pas beaucoup l'occasion de pouvoir y aller, puisque quand on est au boulot, on n'a pas souvent l'occasion malheureusement d'aller le mardi matin jusqu'au marché à Cours. Je suis retournée ici un peu dernièrement et j'ai été étonnée du peu
maintenant de marchands et du peu de monde sur ce marché. Donc je n'ai pas la réponse du pourquoi par rapport à ça. Par contre, on a un peu parlé avec les personnes qui étaient là et des vendeurs sur ce marché et on leur disait mais pourquoi pas alors peut-être un samedi matin faire autre chose, hein, de proposer peut-être autre chose. Et la dame nous disait mais pour moi, ça ne marchera pas parce que voilà, on est déjà pris dans d'autres marchés parce qu'il y a Wavre le samedi matin, parce qu'il y a tel endroit ou tel endroit le samedi matin. Donc vous n'aurez pas de vendeurs qui viendront spécialement sur votre marché. Faut pas croire. Donc voilà, ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je peux expliquer parce que ça me pose question aussi. Je trouvais que c'était un endroit avant magnifique de pouvoir se retrouver sur ce marché. Les congés, tout ça, en tant que jeune, d'être là, de se rencontrer, d'avoir un endroit de rencontre, d'avoir un endroit convivial. Peut-être que ça manque aussi, hein, peut-être un endroit pour boire plus un verre là sur le côté du marché, s'asseoir et des choses comme ça. Donc j'ai pas de réponse précise par rapport à ça. C'est un constat que j'ai aussi. Et voilà, comment est-ce qu'on pourrait le redynamiser ? Je n'ai pas la réponse exacte, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir en tout cas, de voir comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça. J'ai pas plus de réponses qu'Isabelle, parce que je pense que de nouveau, c'est tributaire des vendeurs, bien entendu, mais de l'urbanisme et de la mobilité. Et qu'effectivement, la place Baudouin, qui est cachée derrière tout le bâtiment, n'est pas l'endroit le plus attractif. Les exemples que tu évoquais à Wavre, c'est très visible, c'est central, ça dégage une image de convivialité. Et un marché, quand tu expliques tes souvenirs de jeunesse, c'est ça, c'est aussi un moment de convivialité, pas qu'un moment d'achat. Deux réponses par rapport à ça qui nous sembleraient intéressantes d'explorer. Une, c'est effectivement la mobilité et des gens de hameaux plus éloignés disent oui, avant on avait le bus du mardi, etc., on ne l'a plus. Et donc c'est la spirale infernale parce qu'alors il y a moins de gens, du coup il y a moins de commerçants, du coup il y aura encore moins de gens et ainsi de suite. Donc là il y a des choses à restaurer, à discuter avec les techs parce que une commune ne claque pas des doigts pour décréter un nouveau bus, mais il y a sans doute quelque chose à inciter de ce côté-là. Et puis moi, je pense qu'il faudra se poser la question de la visibilité de ce marché, en voyant s'il n'y a pas d'autres endroits éventuellement plus judicieux, mais je n'ai pas la réponse toute faite, pour le rendre plus attractif, plus accessible, plus visible, et du coup, plus convivial, et donc sans doute avec un petit effet d'émulsion positive. D'accord, donc on a tous envie d'une émulsion positive autour de ce marché. Ouais, je vais quand même un peu être en contradiction avec Xavier et Isabelle, puisque ce marché, je me souviens, il y a quelques années, quand j'y allais, je trouvais que c'était assez mort, effectivement, et je trouve que depuis quelques temps, on a des nouveaux maraîchers qui arrivent, et les produits qu'il y a là sont quand même assez qualitatifs, et donc... ces 3 dernières années, j'ai régulièrement été sur le marché, je suis quand même... satisfait des produits qui y sont présents. Par contre, le redynamiser, c'est effectivement, comme Isabelle et Xavier l'ont dit, extrêmement compliqué. Les maraîchers ont des dates prévues tous les jours, en fait. Et donc, on ne sait pas imaginer un deuxième jour aussi facilement que ça. On ne sait pas imaginer aussi de bloquer toutes les rues de Cour-Saint-Étienne pour avoir plus de maraîchers. Et donc, pour le moment, effectivement, le marché est limité à la place Baudouin premier. Alors, je trouve que la réflexion de Xavier de se dire est-ce qu'il doit rester sur la place Baudouin premier, elle est très pertinente. Elle amène une autre difficulté, c'est que est-ce qu'on a une autre place qui permet de le faire d'emblée, comme ça, je penserais à la place des déportés, qui en plus c'est un lieu d'accueil avec le hall numéro 11. Le problème, c'est le parking, alors, à ce moment-là. Ça veut dire que tous les riverains doivent retirer leur voiture, on doit pouvoir y mettre des maraîchers, on a moins de place aussi pour circuler. Mais il y a une réflexion à avoir. Je crois qu'il y a surtout une réflexion à avoir sur la communication autour de ce marché du mardi matin, qui fonctionne pour les habitués. Et j'entends beaucoup de citoyens qui ne sont même pas au courant qu'il y a un marché le mardi matin. Ouais. Et ils découvrent ça, quoi. Matin, et je crois qu'il faut pouvoir remettre en valeur ce marché et communiquer dessus, parce que c'est pas le marché de Wavre, hein, et on va pas se comparer à Wavre. Mais c'est un chouette marché. L'autre jour, mardi, j'étais au marché. Il y a des gens de Chastres qui viennent, il y a des gens de Genappe qui viennent, il y a des gens de Rixensart, il y a des gens qui viennent de partout au marché de Cour-Saint-Étienne parce qu'il y a des produits qualitatifs. Je crois que c'est vraiment important de le faire. Et puis alors, deuxième chose, c'est que pendant la législature, on a aussi essayé de faire un marché des producteurs locaux. Donc c'est plus des maraîchers, c'est vraiment des producteurs locaux. Ça se fait là, sur la place des Déportés, sous le hall numéro 11. Et on voit aussi que ça marche relativement bien. Il y a des fois où ça fonctionne moins bien que d'autres. Mais on essaye de mettre en avant des producteurs de la région. Et de nouveau, il faut pouvoir communiquer autour de ça pour avoir une dynamique avec un marché le mardi matin et un marché des producteurs locaux qui se fait le dernier vendredi du mois pendant l'été. Et je crois que c'est des petits incentives comme ça qui vont permettre d'augmenter l'attractivité de Cour-Saint-Étienne.
Mais voilà, mais sinon, je trouve ce marché, effectivement, il pourrait être mieux. Hein, je ne dis pas qu'il est parfait, mais il n'est pas si mal que ça. Mais moi, je ne dis pas qu'il est mal. Simplement, je ne veux vraiment pas dire que les produits sont mal. Le monde, je trouve qu'il y a très peu de gens encore sur le marché et qu'il y a moins en moins de maraîchers dessus. Donc voilà, c'est ça que je voulais mettre C'est simplement. un moment de convivialité, un marché. Quoi. Ça participe à cette image conviviale. Mais qui se prolonge normalement au-delà. Et donc c'est peut-être un des défauts de la place Baudouin premier, c'est qu'on peut faire son marché, on ne sait pas rester boire un verre ou manger un Voilà, d'où la les demande autres communes, voilà. après on boit son café ou on va manger un bout. C'est pour ça que la localisation. D'où la demande de plusieurs citoyens de vous adresser la question, de s'assurer que vous avez bien tous pensé à la suite, par exemple, d'Enrico. Est-ce qu'il est bien pensé qu'il doit y avoir absolument des espaces verts dans cette suite de projets, qu'il doit y avoir des lieux de convivialité justement, où on peut aller manger un morceau, où on peut installer plus de terrasses et plus de lieux, parce que sur le centre ici on en a très peu, donc ces moments de convivialité après le marché par exemple sont difficilement possibles, et donc la question que j'ai de plusieurs citoyens c'est de vous demander est-ce que c'est bien enregistré, que c'est super important, en tout cas si on les a pas ici tout de suite, on fera avec ce qu'on a et on attendra que ça se développe, pas de souci. Mais pour la suite Enrico, est-ce que c'est clairement installé qu'on a besoin de ces espaces de convivialité, qu'on a besoin d'espaces de restauration, de brasserie, de terrasse? Tout le monde est au clair avec ça? C'est prévu dans... Moi, je veux bien répondre. Oui. Donc, la suite d'Enrico, il n'est pas prévu d'espace commercial. Il est prévu des espaces de profession libérale. Et alors, il y a 1 hectare d'espace vert qui va être rétrocédé à la commune, où il faudra éventuellement développer des espaces de rencontre. Il y a une place aussi qui est prévue, une place beaucoup plus verdurisée que ce qu'on a pu imaginer en 2012, parce que c'est vrai que ce projet est assez minéral. Mais donc, dans la suite, ce sont avant tout des logements, profession libérale et une place. Et je vais aller peut-être un peu à contre-courant des avis qui sont donnés. Avoir un espace de restauration là, pour un marché qui se situe de l'autre côté des voies de chemin de fer, ou des commerces qui sont... Enfin, un espace de restauration qui est complètement excentré par rapport au centre de Cours-Saint-Étienne, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir, dans le centre de Cours-Saint-Étienne, entre la place communale et les commerces de Cours-Village, pouvoir développer ce type d'activité. Mais aller se dire que dans la continuité de Cours-Village, là, on va mettre des restaurants, d'abord, je ne pense pas que ça va fonctionner, ils ne seront pas visibles. Ce n'est pas un endroit où il y aura... Ce n'est pas des voiries de transit, là, donc c'est vraiment juste pour accéder à son logement. Et donc, la seule chose qui a été pensée, et c'est un projet de 2012, on peut peut-être le regretter, mais c'est de se dire, il y a un espace, un hectare d'espace vert qui sont prévus dedans, on déminéralise quelque part ce qui a été bétonné anciennement par les usines Enrico, et c'est des professions libérales ainsi que cette placette pour les habitants de Cours-Village 2, si je peux l'appeler comme ça, d'Enrico 2. Mais donc, ce côté brasserie sur lequel on rebondissait pour le marché, en réalité, il doit être à côté du marché. Il doit pas être à 500 mètres, ça ne va pas fonctionner. Donc on en revient vers cette idée de plutôt d'abord redynamiser le centre, redonner une vie encore. C'est vers ça que ça passe d'abord. Ce qui est en train de prendre maintenant. Parce que là, sinon, on va commencer à étaler du commerce partout dans Cours-Saint-Étienne. On va étaler plein de services partout dans Cours-Saint-Étienne. Et je pense qu'il faut plutôt recentrer l'activité. Recréer un centre. Exactement, c'est là qu'on va créer de la vie. Xavier, tu es là-dessus aussi? Sur l'idée de recréer un vrai centre? Oui, de redynamiser le centre tel qu'il existe certainement. Par contre, nous, avec Cours Ensemble, on se porte relativement en faux par rapport à ce que Steve vient d'annoncer comme vision pour Cours-Village phase 2 et la phase 3, dont on sait par ailleurs qu'elle commence à être négociée et où on est très inquiet de la tournure que ça pourrait prendre. Tu as l'honnêteté d'assumer les positions que le collège a prises en n'incitant pas le promoteur à modifier plus son projet. Et je ne vais pas discuter de la pertinence d'un restaurant ou pas. Un restaurant isolé, ça n'a C'était la question, hein. C'était l'idée de se dire... Ça n'a pas de pertinence. Mais par contre, sur l'espace vert, on vient de rater une énorme opportunité. Et donc moi, sur le plan qui a été soumis et approuvé par la fonctionnaire déléguée, je ne vois pas cet espace vert. Je vois bien tous les bâtiments. Et on nous répond toujours, oui, mais c'est le projet de 2012, il faut accepter que le promoteur continue son projet de 2012. Le promoteur a fait plusieurs changements par rapport à son projet de 2012, en éliminant des zones de commerce, parce qu'il dit que les zones actuelles ne fonctionnent pas, mais sans remettre en cause les prix qui sont pratiqués, en éliminant un petit étang de promenade, en rajoutant un immeuble de logement. Je ne pense pas qu'on est en train d'aider la dynamisation du centre en mettant encore des blocs et des blocs de logement. Ça a été
octroyé sans sourciller, sans aucune remarque de la commune pour modifier ce projet-là. Et donc, il restera une opportunité que cette zone-là... Et de nouveau, je ne vais pas débattre sur le restaurant parce que je pense qu'il y aurait des opportunités, mais je n'ai pas les plans en face pour aller dans ce niveau de détail-là. Par contre, il y a une opportunité qu'on ne peut pas rater avec la phase 3. C'est d'avoir un vrai espace de convivialité vert et balade. Moi, j'ai croisé des dizaines de gens qui habitent là, qui n'ont aucun endroit où aller se balader. Ou ça veut dire quoi? Que quand on vient habiter à Cours-Saint-Étienne, commune semi-rurale, mais qu'on choisit le centre, qu'on choisit les nouveaux habitants au village, on doit prendre sa voiture pour aller dans les bois de Sarre ou partir au Ridé derrière Tangissart, chaque fois qu'on va se faire une balade. Tout le monde n'a peut-être pas non plus la même vision de la convivialité. Je pense que pour toute une série, je pense que pour toute une série de personnes, une terrasse, une brasserie, un bar est une occasion de convivialité. Et pour ces gens-là, un parc, une promenade, absolument pas, parce que éventuellement sont sportifs. Et moi, je cours et je cours pour ma forme. Point. Et donc je ne vais pas courir pour discuter avec les gens et me rapprocher de mes voisins. Là où par contre je vais pouvoir le faire assis à une terrasse en invitant les gens. Mais les terrasses sont mieux situées quand elles donnent sur des espaces ouverts. Dans tous les centres-villes, les terrasses, les lieux Horeca qui fonctionnent le mieux sont ceux qui sont en proximité d'espaces ouverts et pas sur une voirie traversante. Et donc il faut combiner les deux. Et il va rester une dernière opportunité pour qu'Ouvillage 3 dans les négociations commence maintenant, pour intégrer ça complètement. Et alors, on aura un centre peut-être un peu plus étendu, mais qui pourrait ramener une allée commerçante et des zones avec des restaurants, sans empêcher qu'il y ait des restaurants qui reviennent dans le centre. Mais c'est Isabelle. Si tu me permets, Steve, simplement avant de reprendre la parole, pour moi aussi, je pense que c'est important. Ces espaces verts, ils sont malgré tout très importants dans un centre, d'avoir ces endroits pour des personnes. Peut-être que des personnes n'en recherchent pas, mais certainement que d'autres personnes en recherchent. Et je crois que c'est super important. Moi, je voulais juste réagir parce que j'ai été dans le jury, je pense, avec Michel Tricot et Michael et tout ça à l'époque, il y a certainement plus de 12 ans, par rapport à ce projet Enrico 1. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs réalités qui étaient là devant nous aussi. C'était un terrain, c'est une ancienne Assyrie ici à Cours-Saint-Étienne. Les terrains étaient pollués, vraiment pollués. Donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, parce que je pense qu'il y avait une première couche qui avait été enlevée et dépolluée. Il faut savoir que ça coûte une fortune dépolluer les terres. Mais après ça, déjà, il n'y avait pas de logement qui pouvait se faire au rez-de-chaussée. Ça ne pouvait être que des magasins, aucun logement pour ne pas avoir des personnes qui soient avec un logement qui touche le sol directement par rapport à la pollution. Donc ça, c'était déjà une mesure de prudence. On avait toujours, évidemment, le parc à mitraille qui est là. Il fallait garder du parking pour ce parc à mitraille. Donc, je pense que c'est comme ça que ça a été aussi minéralisé. On n'était peut-être pas encore non plus dans la même réflexion à ce moment-là que maintenant. Mais donc, voilà, il y a eu toutes sortes aussi de contraintes qui ont fait que je pense que ça a été vu comme ça, dans un premier temps, en tout cas, ce Enrico 1, et avec aussi cet énorme problème de pollution du sol qui est réel. Je ne sais pas à l'heure actuelle comment ça a évolué, mais ça ne change pas non plus comme ça en quelques années. Et donc voilà, il fallait aussi répondre à toutes ces contraintes où la région wallonne ne permettait pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi par rapport à ça. Mais pour la suite, je pense effectivement il faut réfléchir à avoir plus d'espace l'urgence. Parce que pas uniquement de la bétonisation, voilà. mais évidemment. On a une bétonisation, si bétonisation il doit y avoir, qui amène vers cette possibilité. C'est le cas. Je n'ai vraisemblablement pas les mêmes informations que Xavier sur la phase 3, donc je ne sais pas de quoi tu as comme élément de développement de la phase 3, mais il y a beaucoup plus d'espaces verts dans la suite. Et en fait, on sait qu'il y a tout le projet CP Bourg aussi, qui va un jour arriver, ou pas du tout, où là, on a des espaces verts avec des zones humides qui ont un intérêt en matière de faune, de flore, extrêmement important. Et donc, il va falloir, dans les années à venir, justement, bien manœuvrer pour préserver ces espaces verts, pour garder un poumon vert à cet endroit-là. Mais il va falloir aussi bien manœuvrer, parce qu'on parlait quelque part de la place Baudin Ier. Cette place, pour pouvoir la revitaliser, il faut peut-être une brasserie comme on veut, mais il faut aussi un endroit où les gens ont envie de se balader. Et ça fait partie d'une des propositions là tout court, c'est de créer à l'arrière de cette place un parc ouvert au public, sur une zone qui est actuellement d'ailleurs une zone humide, mais accessible à tous, et on se situerait entre la passerelle et la place Baudin Ier. On rêve pas, mais je
crois que c'est vraiment réaliste parce qu'on a déjà des discussions avancées avec l'INBE, de déplacer ce parc à conteneurs pour faire vraiment un espace de vie là, qui fait 2,5 hectares dans le centre de Cours-Saint-Étienne, dans le nouveau vieux centre de Cours-Saint-Étienne, où les gens vont pouvoir se balader, flâner. On pourra imaginer peut-être une liaison cyclable beaucoup plus facile vers la passerelle et puis ensuite vers le Ravel. Et alors, une autre chose, et là ce n'est pas un engagement d'à tout court, mais c'est une réflexion qu'on a, on est dans l'initiale de la TIL à cet endroit-là. La TIL qui a été déviée il y a un siècle par le développement des usines Henrico. Et donc ce parc aurait en plus de ça éventuellement une plus-value en matière de zone d'extension de crue. Il faut une étude, hein, mais c'est pour ça qu'on ne le met pas texto dans notre programme, mais techniquement, ça nous paraît tout à fait probable que ce parc qui va amener de la vie, qui va amener un cadre de vie beaucoup plus agréable pour tous, après le marché, une balade, ou s'il y a une brasserie qui s'ouvre, un espace ouvert vers de la végétation, pourrait en plus de ça avoir de la plus-value en matière de lutte contre les inondations. Et justement, c'est là-dessus que je vais vous proposer de clôturer, parce que c'est un des sujets très important, voilà. Mais c'est un sujet très important, je crois, pour la plupart des Stéphano, c'est cette gestion d'inondation. Je pense que tout le monde a dans ses volontés l'idée le plus possible de développer de la prévention, de développer de la sécurité, de faire tout ce qu'on peut pour prévenir ces inondations. Ça, je pense que pour avoir parcouru vos programmes en détail, c'est là clairement chez tout le monde. Il y a déjà énormément de choses, je veux bien, merci. Il y a déjà énormément de choses qui ont été mises en place. On parle d'un bassin de rétention qui existe déjà, qui peut déjà retenir, alors je n'ai plus le chiffre exact, mais je pense qu'on parle de 280 millions de... 280 000 litres. Donc on a déjà des choses qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire demain pour le moins possible souffrir de ces inondations? On en a parlé, hein, du climat anxiogène que ça génère. On sait aussi que la ville et la commune n'est pas 100% responsable de tout ça, puisqu'il y a un dérèglement climatique qui est là, des pluies qui arrivent, vous en avez parlé vous-même, ces pluies qui sont là et on ne sait rien y faire, et c'est pas que chez nous, c'est partout. Je veux dire, Cours-Saint-Étienne n'est pas la seule ville à avoir souffert des inondations, c'était le cas de Wavre, de Leuven, de plein d'autres villes tout autour de la Belgique. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Quels sont les délais? Je pense que tout le monde sait que vous œuvrez tous un peu au quotidien sur ce projet-là, que c'est vraiment le projet numéro 1, au milieu de tout ce dont on a déjà discuté ce soir. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus? Qu'est-ce qu'on a comme délai? Qu'est-ce qu'on a comme chose qui se présente? Un bassin supplémentaire? Oui? Non? Peut-être, idéalement, un jour. Bassin supplémentaire, s'il y a moyen. Et ça fait partie, notamment, des communes comme Leuven, l'ont géré avec des espaces verts qui peuvent servir de zone de déversement. Et donc, ce qu'évoquait Steve au nom d'Atocourt est complètement partagé, en rêvant même de pouvoir l'étendre des deux côtés de la voie ferrée. Mais ça ne suffira jamais. Si on a des inondations, c'est une vague en fait, une inondation. Hein. C'est plein d'eau qui percole en même temps, qui arrive dans le fond de vallée. Le fond de vallée n'étant pas assez large, ça provoque une vague qui monte, et qui déborde et qui inonde tout. Et donc, il faut des ouvrages majeurs comme on en a. Il faut, chaque fois qu'il y a une opportunité, en faire, mais ça ne suffira jamais par rapport aux grosses pluies torrentielles telles qu'on risque encore de les connaître, telles qu'on les annonce. Tels que Wallin les a connus au mois d'août, et on a eu de la chance parce qu'à 3 km près, peut-être que ça tombait sur notre bassin versant à nous. Nous, on a pris beaucoup de temps, on était plusieurs de notre groupe à avoir assisté à tout ce que Louvain for Water, qui est un groupe de recherche de spécialistes de l'industrie Louvain, a mené en invitant les communes. J'y ai croisé une fois notre bourgmestre. Ils ont fait des choses exceptionnelles. Pardon ? Ils ont fait vraiment des choses exceptionnelles. Oui. Mais ils font des propositions assez concrètes que nous, on a amenées 2 fois sur la table du conseil communal. On n'a pas eu l'impression d'être entendu ou compris. Leur proposition est à la fois tellement simple qu'on se dit mais c'est stupide, et à la fois requiert un vrai travail. C'est-à-dire qu'il faut que chaque goutte d'eau reste le plus longtemps possible là où elle est tombée. Et si elle est tombée en haut de la colline, il faut qu'elle y reste. Ouais. Il faut qu'elle y reste, ou qu'elle retarde le plus longtemps possible. Comment est-ce qu'on fait pour freiner ces gouttes d'eau? Parce qu'il faut que là, elle traîne une demi-heure, là 2 heures, là 4 heures. Enfin, comment est-ce qu'on fait concrètement pour le on analyse toutes les cartes, et en fait, il y a des spécialistes de l'UC Louvain qui ont même fait une entreprise spécialisée là-dedans, qu'on a invité en conférence à Cours-Saint-Étienne, avec qui c'est très intéressant.
En superposant toute une série de plans de cartes, et ça c'est vraiment leur cœur de métier, ils sont capables de repérer tous les endroits propices à capter de l'eau, à la bloquer très facilement parce qu'il y a juste un petit rebord, etc. Et d'autres communes l'ont fait. Et ils vont aboutir, alors tant qu'on ne l'a pas fait, moi je ne sais pas vous dire combien, à 300, 400, 500, je ne sais pas, fascines et plantations d'arbres, chemins à relever légèrement. Alors les joggers n'y passeront pas pendant 3 jours parce que justement on va volontairement accentuer une cuvette, mais pour que toute cette eau-là reste là et percole dans les sols pendant 3 jours plutôt que d'évaler la colline. De ruisseler, quoi, c'est ça. Et donc ils ont une collection de petits travaux dont aucun ne coûte des montants faramineux, mais qui demandent de la synchronisation parce qu'il faut, alors, comme commune et avec l'administration, faire le travail d'aller voir tel propriétaire-là, d'aller proposer à tel agriculteur de l'indemniser pour qu'il remette une haie, et il va peut-être perdre au passage 1,50 m sur 100 mètres pour enrayer le champ de boue qui dévale de son champ et qui arrive en bas. Une multitude de petites choses, mais dont leur simulation nous montre qu'on atténue drastiquement la vague alors qui arrive en bas. Ils ne promettent pas, et donc on ne peut pas promettre non plus qu'il n'y aura plus jamais de vague. Mais entre avoir 4 cm d'eau dans son garage et avoir 1,20 m dans son salon, ce n'est pas du tout la même ampleur ni les mêmes choses. Et eux disent qu'on peut essayer de revenir vers des situations complètement, pas maîtrisées à 100%, mais dont on réduit très fortement la maîtrise. L'autre chose qu'ils nous disent aussi, c'est que tout nouveau projet de construction, à commencer par les plus gros, et on en a accepté encore malheureusement récemment, ne peuvent plus imperméabiliser des quantités entières pour et les toitures, ou alors il faut des citernes proportionnelles, non pas à la réserve d'eau pour la chasse d'eau, mais proportionnelles à ce que la pluie risque d'amener en une nuit pour que la citerne absorbe ça. Et de la même manière, mais ce n'est pas du tout par exemple ce qu'on a en face du cimetière pour le moment, le parking derrière doit être un parking drainant. C'est-à-dire qu'il doit être conçu avec des matériaux poreux et également avec des petites vaguelettes pour éviter que sur ce flanc de coteau, dès que ça tombe, ça dévale le parking jusqu'en bas. Et donc c'est une question d'urbanisme. On pourrait l'imposer à partir de maintenant en se disant, voilà, on ne l'a peut-être pas fait avant, surfons sur les erreurs d'hier pour ne plus les reproduire demain. Ça peut être une imposition qui peut être assez rapide. Ça, par contre, on peut déjà avoir un impact assez rapide. Isabelle, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, peut-être juste rajouter qu'effectivement, et moi je suis tout à fait d'accord, et il faut lutter, on est tous d'accord, trouver des solutions. Et voilà, heureusement qu'il y a des gens qui font des études, qui puissent travailler, qui savent, qui peuvent analyser, qui peuvent essayer de trouver, en tout cas de proposer des sortes de solutions pour essayer justement de limiter un maximum ces inondations. Et comme on dit, mais voilà, on ne pourra jamais empêcher complètement ce qui va tomber du ciel, ce qui peut arriver. C'est pas possible, malheureusement. C'est des phénomènes ici terrestres. Enfin voilà, je pense qu'on voilà, on sait pas lutter contre tout. Mais il y a aussi des difficultés dans certaines choses. Quand j'entends, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais par exemple, parfois, avoir un bout de terrain d'un fermier pour aller planter une haie, des choses comme ça, il faut parfois exproprier, enfin, avoir... et c'est pas toujours faisable, ils veulent pas toujours... C'est parfois très indemnisé, mais même en indemnisant, hein, c'est pas toujours... Moi, je m'en rends compte parce que je le vois à la province, où on en discute souvent aussi... en collège provincial, où voilà, ça crée énormément de difficultés, parfois de pouvoir avoir exproprié un petit bout de terrain, même en le rachetant, par rapport à un fermier qui en a besoin. C'est son outil de travail, qui ne veut pas le laisser, ou un fermier ou quelqu'un d'autre. Hein, mais c'est aussi toute une difficulté, donc il faut se rendre compte aussi que voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut non plus d'un claquement de doigts en disant on va faire ça c'est une très bonne solution. Il y a souvent plein de paramètres qui vont se mettre à côté. Donc c'est juste pour un peu plus encore expliquer qu'on est tous, je pense, d'accord qu'il faut lutter, il faut trouver des solutions et il y a des personnes qui peuvent vraiment analyser, mais malheureusement tout ne sait pas se réaliser non plus et on a parfois aussi des contraintes. C'est aussi ça le politique, on a aussi des contraintes, on n'est pas des dieux, on n'est pas tout puissants et voilà. D'où la question sur mes contraintes là tout à l'heure. Steve, tu voulais rajouter? Ta question c'est de savoir est-ce qu'on peut imaginer un bassin d'orage ou une zone de rétention d'eau à Cour-Saint-Étienne. On peut l'imaginer mais pas avec des certitudes. Il faut d'abord faire une étude hydrologique. C'est l'exemple que je donnais en plein centre, mais il y a peut-être d'autres endroits encore à Cour-Saint-Étienne à le faire. Et puis en matière d'inondation de manière générale, et
Xavier et Isabelle l'ont bien dit. Sur Cours Saint-Étienne, on est une cuvette. On réceptionne les eaux de Genappe, Villers-la-Ville, Mont-Saint-Guibert, Chastres, Wallin. Et hier soir et aujourd'hui, les eaux qui ont coulé dans nos rivières, elles ne viennent pas de Cours Saint-Étienne. La production d'eau, elle ne vient pas de Cours Saint-Étienne, elle vient d'ailleurs. Et donc, il y a une réflexion à avoir sur le territoire stéphanois en termes de pouvoir public et des actions, des études concrètes à faire, et on en a fait pendant les législature. Je pense qu'on a été, ces 20 dernières années, une des communes les plus volontaristes en matière d'inondation, avec la pose de fascines, de bandes enherbées, la création d'ouvrages de rétention d'eau, de bassins d'orage, l'acquisition de parcelles auprès d'agriculteurs pour augmenter les zones d'immersion temporaire, des discussions continues avec les agriculteurs. Moi, je les rencontre vraiment plusieurs fois par mois pour mettre des bandes enherbées, pour qu'ils changent leur culture en cerclage, pour qu'ils mettent en prairie, et alors là, on doit les indemniser. Et donc, on le fait à Cours Saint-Étienne. Mais on a un constat depuis 2021 de se dire qu'en fait, si on est seul à agir, ça ne va pas. Et il faut pouvoir être moteur auprès des autres communes limitrophes qui agissent, mais aussi auprès de la province. Et donc, j'étais quand même très satisfait de voir qu'au lendemain des inondations de 2021, on a une réunion dans la salle de Falques, ici à Cours Saint-Étienne, initiée par Cours Saint-Étienne, avec la région qui est compétente en matière de cours d'eau sur Cours Saint-Étienne, avec la province qui est là pour aider, avec les communes limitrophes. Et ils ont fait toute une étude hydrologique qui a étudié plus de 50 points sensibles sur tout le bassin de l'Orne. De ces 50 points sensibles, il y a 23 ouvrages qui vont être réalisés. Aujourd'hui, il y en a 19 qui sont en cours de réalisation. Et les ouvrages, ce sont ceux dont on parle. C'est parfois des couverts végétaux. Plutôt que faire du labour, changer le type de culture pour faire des couverts végétaux. C'est la création de bassins d'orage, c'est l'endiguement de zones, et ainsi de suite, pour limiter l'écoulement dans le bassin de l'Orne, mais ensuite dans le bassin de la Dyle. Et donc, on doit pouvoir agir à différents niveaux de pouvoir. Et Cours Saint-Étienne a énormément fait sur son territoire, sans dire que c'est parfait, hein, mais a énormément fait. Elle doit pouvoir être moteur pour des actions entreprises sur les autres territoires et à l'échelle de la province. Donc ça, c'est vraiment essentiel. En gardant, je pense que Isabelle et Xavier l'ont dit, c'est que, ça transparaît dans le programme d'Atoucourt, c'est que chaque parcelle doit faire son travail. Et donc chaque projet immobilier, et déjà depuis cette législature, prévoit justement une rétention des eaux sur la parcelle, que ce soit des gros projets ou des petits projets. Donc à chaque fois, c'est des citernes qui sont dimensionnées pour avoir une pluie sur un retour de 25 ans. Et c'est essentiel de pouvoir ralentir l'eau, parce que l'empêcher d'écouler, ça c'est pas possible, mais la ralentir pour qu'elle arrive le plus tard possible dans nos cours d'eau. Et à l'avenir, il faut encore augmenter les capacités de citernes dans tout nouveau projet pour que, on puisse limiter un maximum l'écoulement vers nos cours d'eau. Et je voudrais juste rajouter, si je peux me permettre, c'est aussi un peu ça fait peut-être partie de la Belgique, je ne sais pas, mais la complexité, c'est que on a des cours d'eau qui sont des cours d'eau, je ne sais plus comment on les appelle, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Donc il y a des cours d'eau qui appartiennent à une commune, il y a des cours d'eau qui appartiennent à une province, et il y a des cours d'eau qui appartiennent à une région wallonne. Donc je pense qu'à un moment donné, là aussi, il faudrait peut-être qu'on voit les choses, parce que chacun, c'est important, on doit tous agir, tu le dis très justement, et la province a un des rôles aussi qui est là et qui est très important, c'est les moyens qu'elle met pour aider, que ce soit pour réaliser des études, que ce soit pour aider à réaliser des bassins d'orage, et toutes sortes d'ouvrages ici pour aider aussi à créer des haies, à revoir des haies, enfin voilà, toutes sortes de choses que la province met sur la table par rapport à ça et aide aussi les communes ou met comme moyen. Donc ça, je crois que c'est super important, mais à un moment donné, peut-être aussi ne plus avoir, je me relève, c'est pas mon cours d'eau, c'est le tien, voilà. Peut-être à un moment donné aussi remettre ça à plat et qu'on arrête d'avoir des cours d'eau de plusieurs catégories et que tous ensemble on puisse agir de la même façon, comme c'est un exemple, comme la province pourrait dire on reprend les cours d'eau des communes mais on travaille ensemble. C'est une idée, mais voilà, c'est déjà aussi parfois peut-être une aberration d'avoir ce genre de choses au sein d'un petit territoire, quoi, finalement. Mais je te rejoins sur la complexité que tu évoquais tout à l'heure. Il y a les cours d'eau et il y a leur complexité. Mais on doit travailler sur ce qui est autour du cours d'eau. Parce que ce qui fait que le cours d'eau déborde, c'est aussi d'abord et avant tout, il y a peu d'eau qui tombe directement dans le cours d'eau. Donc c'est tout ce qui coule dans le cours d'eau. Et là, effectivement, il faut le temps de l'analyse est plus rapide que le temps de la discussion avec tous les acteurs privés à qui appartiennent tous les terrains alentours. Mais c'est faisable. D'aucuns l'ont fait et avec beaucoup de succès et de motivation. Et nous, c'est quelque chose qui nous anime vraiment parce que c'est quelque chose à faire ensemble.
Je pense que même des agriculteurs qui sont des gens extrêmement pragmatiques, qui connaissent la valeur des choses, mais moi, on me fait état dans d'autres communes, sont très réceptifs à se rendre compte qu'une petite action de leur part peut changer la vie des gens qui habitent en bas de leur champ. Et si on est respectueux de l'effort qu'ils font, et le respect, ça passe aussi par des moyens financiers, eh ben c'est ensemble qu'on endiguera le phénomène J'aime bien d'inondation. cette idée ensemble, c'est chouette. Je vais vous proposer de clôturer là-dessus. Et je vais vous demander un dernier petit exercice en guise de dessert. C'est le tout dernier, après ça je vous libère, c'est promis. Parce qu'on en deux bulles, hein. Voilà. Ah ouais. Un menu complet là, On aura eu le menu presque complet. Juste en guise de dessert, je voudrais que vous nous laissiez chacun à votre tour, et le premier qui veut tirer, tire, parce que c'est un tir sympathique. Je voudrais que vous indiquiez à tout le monde deux qualités des deux autres personnes qui sont de l'autre côté de la table. Que chacun, parce qu'on parle Une qualité à chacun des autres ou deux qualités deux qualités à chacun. 2 qualités à chacun. Donc ouais. ça vous en fait 4 au total. Allez, on essaie d'être sympa, les gars. Mais sincèrement, je pense qu'il y a une envie, il y a des moyens, on en a parlé, d'aller jusqu'au compromis, d'arrêter certaines choses pour vraiment travailler ensemble. Il y a une envie, et je trouve que vous vous retrouvez beaucoup sur toute une série de points, avec vraiment une envie positive, avec un dynamisme, avec un don de vos personnes, de votre temps, de votre énergie. On sait que vous avez des boulots complémentaires, qu'il y a plein de choses à faire, que vous faites ça en plus, que vous êtes là pour tout le monde, c'est très clair. Et donc, juste en guise de signature, comme un saut en bas de contrat, de se dire, oui, quel que soit le résultat, de toute façon, on avance, et on avance ensemble. C'était un peu vos derniers mots. Le premier qui est prêt, il va. Je veux bien commencer. D'un côté, à l'égard d'Isabelle, moi, il y a deux belles qualités que j'apprécie fortement, c'est son côté empathique et son côté joyeux. Empathie parce que je sens une vraie attention aux autres, aux besoins de chacun dans la commune, des situations, et on l'entend quand tu relates tes porte-à-porte, que ça te touche et que tu te mets dans les chaussures des gens pour porter leur message. Et puis, plus que de l'énergie, moi je sens une énergie joyeuse, quelqu'un qui aime qui aime ce côté, qui est communicatif, expansif. Et je pense qu'on travaille tellement mieux dans la joie que dans la rogne, que c'est quelque chose que je reconnais comme une véritable qualité. Tu peux te retourner vers Steve ? Je peux me retourner vers Steve, oui, dans la foulée. J'ai pas eu le temps de préparer. Non, c'est pas si évident non plus. Isabelle, moi ce que j'apprécie chez Steve, je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, c'est un côté calme face à toute situation, et calme dans toutes les explications, avec une clarté, une faculté de rephraser les problèmes que je trouve pas simplement éloquente, parce que ce sera un compliment un peu superficiel. Je trouve que dans la clarté de rephraser, ça permet d'aider tout le monde à accéder à plus de compréhension, et donc de positionner les problèmes d'une manière intelligente qui permet d'agréger les gens autour et de finalement pouvoir dégager des consensus une fois que les choses ont été réexpliquées dans le bon ordre directement. Et donc je trouve que cette faculté de réexposer les choses est vraiment un atout précieux. Après ça, et même si évidemment tout le monde l'aura bien compris, on n'est pas toujours d'accord sur tout, j'apprécie vraiment fortement la volonté dont Steve est capable de témoigner, quand lui est persuadé que quelque chose est la bonne chose à porter, mais il a cette volonté d'aller jusqu'au bout de ses raisonnements. Et évidemment que quand on n'est pas d'accord, on peut trouver ça hautement irritable chez l'autre, mais à la fois c'est une force, parce que quelqu'un qui fait de la politique en étant girouette tout le temps, ben, d'habitude, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, à force d'avoir fait la girouette, on est toujours au point de départ, et donc je salue cette volonté qui lui est propre d'aller au bout de ses idées, de ses convictions. Eh bien, toi, Steve, parce qu'on a commencé tantôt par Isabelle, on va donc terminer avec elle. Ouais, merci de me laisser. Moi, je l'ai déjà dit aussi, je vais commencer par toi, Xavier. Je l'ai déjà dit, je trouve que Xavier, tout au long de la législature, en tant que conseiller communal, on a eu beaucoup de désaccords, parfois des prises de position aussi. Parfois des prises de position aussi qui amenaient à des débats qui faisaient polémique, mais je trouve honnêtement que tu as été un conseiller attentif, rigoureux, extrêmement pointu dans les dossiers, dans l'analyse des dossiers, et je pense que
au sein du conseil, il y a peu de gens qui analysaient aussi bien les dossiers que toi. Et je tiens à le souligner. Franchement, tu as une capacité d'analyse et de travail qui est très impressionnante. Et puis, au-delà de ça, et je reprends un peu le même argument que toi, ça qui m'embête, qui me frustre, c'est que tu es quelqu'un, non pas d'éloquent, mais d'extrêmement aussi pédagogue et explicatif. Et je trouve que tu t'exprimes très bien, très nettement. On voit que tu es prof d'UNIF et tu expliques bien les choses avec à chaque fois des petits exemples. Et donc, en termes de qualité, voilà les deux qualités. Il y en a une de fond, une plus de forme, mais voilà. Et puis toi, Isabelle, finalement, j'ai jamais travaillé avec toi. Oui, Il faut être honnête. Travailler avec vous aussi. Mais les contacts que j'ai eu avec toi, moi, je les ai d'abord trouvés toujours très honnêtes. Et je pense sincèrement que tu es une personne profondément honnête, à l'écoute et avec la volonté de travailler pour le bien commun. Et donc, c'est les deux qualités, l'honnêteté et la volonté de travailler pour le bien commun. Merci. À mon tour. Alors, j'ai peut-être plus difficile aussi parce que je les connais et je n'ai jamais travaillé vraiment avec aucun des deux. Donc, c'est certainement un peu plus compliqué. Je vais commencer. Tu vas complimenter. Ouais, peut-être, j'ai essayé. Je sais pas si. Pas souvent. Sans répéter ce qui vient d'être dit, parce que je suis d'accord avec les propos que vous venez de vous échanger. Donc voilà, et je dois essayer de trouver quelque chose d'autre. Donc moi je dirais, je pense que c'est quand même un petit peu différent de ce que tu viens de dire ici, Steve, à Xavier. C'est chapeau pour la connaissance, je pense que Xavier a. On voit que c'est quelqu'un qui a une connaissance de beaucoup de choses, qui s'implique, qui a une connaissance des choses. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter. On voit, c'est pas un imbécile, quoi. C'est vraiment quelqu'un avec qui on peut aller. C'est très intéressant, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose, moi, j'aime beaucoup de pouvoir parler avec quelqu'un avec qui on sait discuter, qui t'apprend et qui voilà, c'est super chouette. Et la deuxième chose, ben, c'est peut-être son côté à touche à tout, hein, parce que je pense qu'il fait, ben voilà, on le voyait tantôt, il a fait du pain, il travaille avec le 4 quarts, il va donner des cours à l'UNIF, il est aussi entrepreneur, donc bravo, quoi, je veux dire, cette capacité de pouvoir comme ça aller dans tous les sens, voilà, j'admire, quoi, c'est des belles qualités. Alors, Steve, ta jeunesse, je pense que c'est impressionnant. Ta jeunesse, c'est gai de voir un jeune qui a envie de s'impliquer comme ça en politique, de s'impliquer dans les choses, dans la vie du citoyen. Donc, moi, je trouve ça merveilleux. C'est pas tous les jours qu'on en rencontre non plus. En tout cas, je pense que tu as ce côté où tu as envie d'aller loin, où tu as envie d'apporter quelque chose aux citoyens, ou d'aller plus loin en politique, mais avec ce côté gentil, bon enfant, tu vois, je ne sens pas en toi, en tout cas dans mon ressenti, quelqu'un qui veut écraser tout le monde pour y arriver à tout prix. Tu vois, il y a parfois des personnes où j'ai l'impression, laisse-moi que je passe, je vais t'écraser. Je ressens pas ça, en tout cas, moi, personnellement. Et donc, je dis bravo d'avoir envie de t'investir sans vouloir absolument tout écraser. Je pense que tu prends le temps petit à petit de te faire et d'essayer d'aller plus loin et sans trop brûler les étapes. Donc, voilà, je trouve ça admirable aussi. Il faut que je te trouve une deuxième qualité. T'en as certainement plein. Mais je pense aussi que les échanges aussi qu'on a pu avoir plusieurs fois ou des choses comme ça ensemble ont toujours été très cordiaux et sincères et voilà, je pense qu'on peut se reconnaître, tu me le reconnais, mais je pense qu'on voilà, on a cette possibilité en tout cas de pouvoir discuter, d'échanger ensemble et avec une sincérité, c'est ce que j'aime aussi dans ta personnalité.